Bon, je vais parler de Social Learning, enfin c'est l'agence qu'on a montée en 2009, et je vais parler de comment on suscite l'envie d'apprendre dans le monde de l'entreprise. Et je vais illustrer ça avec les trois pivots de la société au cours de sa courte existence. Alors tout à l'heure, on a vu que 46% des salariés ont peur de partager l'information. Donc quand on veut mettre du social learning en place, de l'apprentissage collaboratif en place en entreprise, ça pose quand même quelques questions. Donc au début, social learning, le premier pivot, ça a été le temps de la collaboration outillée. C'était comment mettre en place des outils de collaboration qui facilitaient le partage des savoirs. Avec cette charmante citation du CEE de Cisco, qui à l'époque, dans les années 2010, disait « Nous voulons une culture où il est inacceptable de ne pas partager ce que vous savez ». Et qui, eux, ont mis en place des stratégies comme nous, on a pu le faire avec nos clients. Les stratégies qu'on a mis en place à l'époque, c'était essentiellement des stratégies qu'on appelait d'entreprise 2.0. C'était... pour apprendre en réseau, vous devez vous connecter. Pour vous connecter, vous avez besoin d'apprendre l'outil, puisqu'on rajoutait un outil. Et donc, on avait une difficulté en rajoutant cet outil, c'est ce qu'on appelle la notion d'auto-efficacité, qui est portée par Bandura. C'est la conviction. Alors, on en a parlé cet après-midi, c'est la conviction que chacun peut avoir, que la tâche qu'on lui confie, elle est réalisable et que l'environnement dans lequel il évolue va lui permettre de réaliser cette tâche. Alors ça se passe dans une classe, ça se passe dans l'environnement du travail et ça va se passer aussi dans un environnement informatique. Si vous jetez comme ça des collaborateurs dans des environnements 2.0, enfin des réseaux sociaux, il y en a une grande majorité qui va se trouver complètement perdue. Donc on a travaillé sur, à l'époque, des méthodologies qui permettaient de sélectionner déjà des gens qui avaient certaines compétences pour naviguer dans ces réseaux. On les formait, on les sensibilisait sur les enjeux de ces réseaux avant de les injecter dans ces réseaux. Et puis c'était eux qui allaient former les autres collaborateurs. Ça a pu fonctionner dans certaines sociétés, ça a moins bien fonctionné ailleurs. Et on s'est rendu compte que la vraie question, c'était au-delà de l'outil. Il y avait des entreprises qui avaient la volonté de faciliter le partage des savoirs pour diverses raisons. Mais on s'est rendu compte qu'on ne transporte pas dans le virtuel ce qui n'existe pas dans le réel. Donc c'est pas parce que vous mettez en place un joujou 2.0 que les gens vont se mettre spontanément à collaborer. Si déjà dans le réel, ils n'échangent pas d'un bureau à un autre, c'est pas parce qu'il y a un Facebook d'entreprise que les gens vont se mettre à collaborer. Alors, j'ai deux exemples concrets sur cette dichotomie entre virtuel et réel. On avait eu une entreprise de transport qui, depuis quelques années, avait un problème de qualité, de motivation et puis de climat social, où tous les critères allaient en se dégradant depuis 2-3 ans. Donc le board s'est dit, c'était la mode, on va mettre tout le monde en réseau, les gens vont pouvoir échanger, mieux faire connaissance, partager leurs meilleures pratiques. À l'époque, on avait dans nos partenaires quelqu'un qui était un ethnologue du travail. Donc il est parti dans cette entreprise, il a passé un mois à faire tous les services, à regarder comment les gens travaillaient et tout. Et puis au bout d'un moment, il a fait une découverte toute bête. C'est que ces entreprises de transport, je ne sais pas si vous visualisez, c'est tout pareil. Vous avez d'un côté un immeuble avec des bureaux, les commerciaux, le management, et puis après un quai de livraison avec le petit monde des cols bleus, les livreurs, les gens qui sont sur le quai. Et depuis 2 ans, il y a une nouvelle norme en France qui fait que pour accéder au quai de livraison, il faut mettre un gilet, des chaussures de sécurité, ne serait-ce que pour y passer 5 minutes.
Ce qui fait que le monde des cols blancs qui travaille dans les bureaux, quand il va faire sa pause cigarette, sa pause café, elle va plus sur le quai de livraison où étaient les distributeurs de boissons. Ils allaient derrière le bâtiment et restaient entre eux. Et donc on avait quelque part, à cause d'un règlement de sécurité, on avait cassé le lien entre le monde des cols blancs et le monde des cols bleus. Et ces deux mondes ne discutaient plus. Donc quand il y a un petit problème pendant une livraison, normalement le livreur croisait le commercial pour prévenir et tout. Donc ce lien était brisé. Et ce lien, il est très important, on en a parlé, je crois que c'est toi Lorraine qui en a parlé, c'est ce qu'on appelle le réseautage social. C'est ce qui nous lie les uns aux autres et c'est ce qui facilite la collaboration. Je vais échanger plus facilement avec quelqu'un que je connais. Donc on a travaillé à ce moment-là sur effectivement le design, enfin l'espace de travail pour faciliter l'échange, enfin que les équipes puissent se croiser. Donc ça a été jusqu'à refaire certains plannings de travail pour que des équipes puissent se croiser et échanger. Donc là, on n'est plus du tout dans l'outil. Deuxième exemple, c'est une banque qui nous avait appelé, responsable du marketing d'une grande banque, qui voulait créer qui avait créé des différentes vidéos pour former leurs consultants. Et sur la plateforme, on pouvait commenter, améliorer ces vidéos. Ils se sont rendus compte au bout d'un an que oui, elles étaient regardées et qu'il y avait eu, pour les 8000 consultants, il n'y avait eu qu'un commentaire. Et donc sa direction disait, on a mis un gros budget sur le sujet, on voudrait quand même faire du social learning, donc il faut créer un dispositif plus social. Nous, notre question, ça a été de dire, oui, mais les gens n'ont pas partagé, enfin, n'ont pas discuté autour de vos vidéos. Quelle est votre culture de la collaboration? Comment se fait-il? Enfin, est-ce que vous êtes posé la question des freins qu'il peut y avoir sur la collaboration chez vous? Et la réponse qui nous a été faite, c'est ça, c'est une question RH et ça ne nous regarde pas. Donc la personne du marketing, elle voulait acheter en quelque sorte du social learning en kit, quelque chose qui se mettait en place, on ne se pose pas de questions, il y a un outil et il va faire le job. Donc on a vu tout à l'heure que 50% des salariés français sont passifs dans la gestion de leur apprentissage. Donc ça a été le deuxième pivot, ça a été de se dire quels sont les freins justement aux apprentissages. Et donc on a essayé de travailler sur cette notion, avec l'accompagnement managérial. Alors on s'est posé la question de l'apprentissage, qu'est-ce que c'est? Alors je ne parle pas de la formation, je parle des apprentissages. C'est la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Stéphane. En anglais c'est formidable, on dit teaching, learning, on peut dire schooling. En français, on dit formation, apprentissage, c'est tout la même chose. Enfin, on ne voit pas vraiment une différence. La formation, elle est là. Donc là, c'est dans le développement des compétences, c'est le modèle 70-20-10. Donc il y a 10% de ce qu'on apprend au cours de sa vie, ça vient de la formation et donc de l'apprentissage formel. Donc ce qu'on va apprendre en cours à la fac, dans une formation en e-learning. Et puis après le reste, donc je ne rentre pas dans les détails, mais 90%, c'est des apprentissages informels. C'est les échanges que vous allez avoir avec vos collègues, donc le réseautage social. Puis ça va être l'expérience, les relations humaines. Et donc cet élément, il est essentiel. Donc nous, pour l'instant, souvent, on se focalise sur les 10%, et les 70%, ils sont complètement laissés en jachère. Alors, par exemple, on a eu une grande banque française, à peu près le numéro 1, qui est venue nous voir parce qu'ils voulaient mettre en place Alors, ils étaient questionnés par justement leur modèle économique qui est en train d'être bouleversé. Ils voulaient faire de l'intelligence collective pour trouver par eux-mêmes des solutions pour faire bouger leur modèle économique. Et donc, ils disaient qu'ils voulaient faire de l'entreprise apprenante.
Alors nous, on a dit très bien, on va poser la question à vos senior managers qui étaient 6700, me semble-t-il, à travers le monde, de quelle image ils ont de l'apprentissage. Vous voulez mettre en place une entreprise apprenante, voyons ce qu'ils pensent d'apprendre, cette notion d'apprendre. Et on a eu 98% des senior managers qui avaient une image négative de l'apprentissage. 98%. Donc quand vous partez avec un tel score, qu'est-ce que vous voulez mettre en place derrière une organisation apprenante? 98% parce que ces senior managers, ils voyaient apprentissage comme étant de la formation classique, de la formation formelle. Et que eux, ils suivaient des cours de management qui étaient très éloignés de leur réalité. Donc tout notre travail, ça a été de leur faire prendre conscience des 70% qu'il y avait à côté. C'est-à-dire comment vous êtes arrivé à cette position. Est-ce que c'est parce qu'il y a 30 ans, vous avez passé un diplôme d'une école de co, ou que vous avez eu un diplôme quelque part, ou c'est que depuis, vous avez appris? Et comment vous avez appris? Donc notre travail, ça a été à l'époque, c'est toujours, de se poser la question, de travailler sur des écosystèmes qui permettent et favorisent les apprentissages informels. On ne décide pas des apprentissages informels, mais on peut travailler sur ces questions-là. Essentiellement, les apprentissages informels en entreprise, ils sont bloqués pour des raisons managériales. Parce que mon manager ne me donne pas le temps, il ne me valorise pas si je le fais, il ne me donne pas confiance, un peu comme en enseignant un parent à la maison. Donc on a travaillé sur ces questions-là. Apprendre à apprendre aussi, apprendre, ça s'apprend. Donc c'est le apprendre à apprendre. Il n'y a pas, moi j'ai pas de pilule de médicaments à offrir aux candidats pour qu'ils puissent du jour au lendemain se mettre à apprendre à apprendre. Donc on parlait tout à l'heure des étudiants dans certaines écoles où on leur dit il faut que vous soyez acteurs de vos apprentissages. Pourtant c'est des gens des têtes bien pleines, ils ne vont pas le faire, ils sont passifs devant leur instituteur, devant leur professeur. En entreprise, c'est pareil, apprendre à apprendre. Apprendre, pourquoi? Donc nous, on a travaillé sur ancrer des routines. Ancrer des routines, alors on va mettre en place, par exemple, PKM, alors c'est des environnements personnels d'apprentissage. Alors s'il y a des blogueurs dans la salle, c'est ce qu'on fait tous les jours en bloguant. C'est-à-dire que je vais filtrer, donc j'organise ma veille, je la filtre, je la trie, j'échange avec une communauté que je construis de pairs ou d'experts. Je reformule, je resynthétise, et puis je la mets en forme dans un billet de blog ou différemment. Donc cette stratégie qu'on met en place, sans mettre de nom dessus, cette routine, ça permet de rentrer dans une routine d'apprentissage. Je ne mets pas le nom apprentissage dessus. La personne qui va mettre en place cette routine ne va pas mettre le nom d'apprentissage dessus, mais elle commence à avoir des routines et apprendre à apprendre. Voilà. Donc on a mis ça en place, par exemple, pour une boîte de conseils pour leur senior manager. Non, c'est bien 65. C'est un chiffre de... en fait, ce chiffre, il vient de... Je n'avais pas dit tout à l'heure, du bureau... Ouais, on va faire une guerre de glands. Du bureau fédéral, du bureau du travail américain. Ouais, ça évolue. Donc le temps du learning marketing. Le problème avec la stratégie avant, c'est qu'effectivement, on travaille sur les apprentissages dans le virtuel, on travaille sur les apprentissages dans le réel, pour qu'il n'y ait pas une dichotomie entre les deux. Ça peut fonctionner, il y a un discours souvent des entreprises, oui, on veut favoriser les apprentissages pour être plus agile, pour faciliter l'innovation chez nous. Mais tout ça, ça remplit des salles de conférence, ça occupe les boards, mais dans la réalité, sur le terrain, ça
fonctionne peu souvent. Il y a des pilotes qui sont mis en place, il y a peu d'entreprises qui franchissent le cap. Pourquoi? Parce que ces stratégies, elles sont, comme pour le KM, comme pour d'autres sujets, elles sont éloignées d'objectifs business. C'est-à-dire que oui, on sait, les managers ne sont pas fous, ils savent que s'ils mettent ça en place, à terme, l'entreprise sera plus agile et à terme, elle sera plus innovante et donc plus rentable. Puisqu'à un moment, il faut bien gagner de l'argent quand même. Et ça, c'est à terme. Donc, nous, le manager, lui, il a un objectif au quotidien. Et puis, quand de manière concrète, quand on doit vendre ce type de stratégie, on est bloqué parce qu'en face de nous, il n'y a pas de ligne budgétaire. Les gens sont intéressés, mais l'acheteur, il le prend où, l'argent? Ce n'est pas des RH, et bon, c'est compliqué. Donc le temps du learning marketing, c'est qu'on va aligner ces stratégies sur des objectifs business. En se disant qu'effectivement, tout ce qu'on a vu avant, et ce qu'on a vu cet après-midi, c'est que la meilleure façon d'apprendre, c'est enseigner. Parce que ça veut dire qu'on a déjà ingurgité un certain nombre de concepts, et c'est la façon dont on va les régurgiter ou les synthétiser, les reformuler, c'est là où on apprend le plus. Alors, je prends un exemple avec une société qui s'appelle HubSpot, qui a été fondée en 2007. Peu importe son activité, il faisait à l'époque du marketing automation. C'était relativement nouveau, c'était à peu près les seuls à faire ça. Donc c'est comment je vais faire générer des leads, des contacts, via des systèmes de génération de leads, donc, et par des emails qui sont automatisés, des réponses automatisées. Leur difficulté, c'est qu'ils fonctionnent, c'est un logiciel qui est un abonnement, il n'y a pas des vendeurs qui passent dans les entreprises pour vendre ça, il n'y a pas de contact physique, et il faut qu'ils acquièrent beaucoup de clients. Leur modèle d'affaires, il est en réseau, il faut qu'à travers le monde, convaincre beaucoup de partenaires d'utiliser leurs solutions. Des partenaires, ça va être des freelances, des agences de web marketing, enfin, tout un tas de partenaires, et puis les monter rapidement en compétences. Et puis, bon, ils créaient quand même un nouveau concept, et il fallait évangéliser le marché. Et puis, HubSpot, on va dire, c'est le petit poisson orange, il était quand même dans un bocal avec beaucoup de gros requins, qui à l'époque s'appelait SAP, Sage, enfin quelques beaux noms de l'informatique. Alors, d'entrée de jeu, ils se sont dit, on va créer beaucoup de contenu, du contenu entre guillemets pédagogique, pour évangéliser notre marché. Donc sur leur site, vous avez une marketing librairie où vous trouvez des e-books, des templates. Alors ça c'est intéressant, c'est si moi je suis stagiaire, que je veux convaincre mon responsable marketing, mon chef de service de l'intérêt de leur solution, je trouve des graphiques, des tableaux Excel où j'ai juste à changer le logo et mettre le mien. Mon responsable marketing trouvera d'autres formulaires un peu plus compliqués pour aller convaincre son directeur marketing d'utiliser cette solution. Après, on a des choses qui sont généralement, ça va du feuilletage, du survol de la sensibilisation, jusqu'à des lectures, des vidéos, des workshops. Parallèlement à ça, ils ont mis en place des systèmes avec l'HubSpot Academy, où on va de choses très informelles, comme des lectures avec des partages sur les blogs, des groupes de travail, des communautés apprenantes, et puis ça va jusqu'à des choses très formelles, où on a des systèmes qui sont vraiment formalisés, avec un début, une fin, des examens, où on peut aller passer des certifications physiquement dans des classes avec des universités qui sont partenaires. Donc ils ont été créés en 2007. Il y a quelques mois, ils sont rentrés à la bourse et ils sont valorisés maintenant 1 milliard $. Ils sont partis de zéro et ils ont mangé tous les gros poissons qui étaient à côté d'eux. Pourquoi? Parce que grâce à cette stratégie, déjà ils se sont fait connaître, ils ont évangélisé tout un marché. Maintenant, quand on fait du marketing,
Leur secteur d'activité de marketing automation, on sait ce que c'est, ou alors vraiment on a un souci. Et puis, quand eux disent eh ben, c'est comme ça que le marché doit évoluer, ou c'est comme ça qu'il faut faire, ils ont des centaines de milliers de personnes à travers le monde, qui sont des étudiants, des consultants, des entreprises qui lisent leur production, qui se forment à ce marché et qui pensent comme eux. Le temps est écoulé, malheureusement. Donc l'entreprise enseignante, elle utilise ces stratégies pour développer sa notoriété, favoriser l'innovation, recruter et former ses partenaires, se créer un réservoir de talents. Alors j'ai plein d'exemples, des grosses boîtes par exemple, où il y a Cisco par exemple qui a eu cette stratégie. Ils ont fait le plus gros réseau social au monde, privé, où il y a 2 millions d'étudiants tous les jours dedans. Ils ont des centaines d'ingénieurs qui se forment, qui partent de zéro et qui vont jusqu'au diplôme d'ingénieur grâce à leur réseau. Et bien sûr, Cisco va taper après dans ces réseaux pour recruter ses ingénieurs en Inde, par exemple. Et ils orientent le marché. Cisco, quand il dit les réseaux physiques, ça doit être fait de telle façon, ben on a 2 millions de personnes, de clients, d'étudiants qui pensent comme ça. Et si Alcatel-Lucent dit non, c'est pas ça, ça va être une autre direction, personne ne va les écouter. Le plus important pour l'alignement, justement, c'est on va évangéliser le marché, convertir des prospects en clients et des clients en prescripteurs. Et le service formation, il devient un partenaire business. Et c'est d'autant plus important qu'actuellement, on a une petite révolution avec la réforme de la formation professionnelle. Donc je reviens derrière, c'est que sur l'auto-efficacité, on a quand même là des choses qui sont essentiellement là, c'est l'effet diligence. Alors l'effet diligence, j'ai le temps d'en parler? Moyennement. Donc je vous invite à venir me rencontrer pendant l'apéritif après, s'il y a apéritif. Voilà, pour qu'on puisse parler d'effet diligence, et vous verrez, vous allez tous trouver un effet diligence autour de vous. Voilà, donc l'entreprise enseignante, c'est ils apprennent et nous on grossit. Voilà.